Le corps humain est au cœur de plusieurs pratiques artistiques. Il est à la fois outil communicatif, territoire d'expression et lieu d'échange. Qu'il soit représenté, mis en mouvement, transformé ou exposé, il porte les traces de l'expérience, du temps et des émotions. À Question de culture, nous rencontrons aujourd'hui 4 artistes qui tissent, chacun à leur façon, un lien bien particulier entre le corps et leur pratique artistique. On vous présente Jiwan Larouche, sculpteur, Ariane Voineau, chorégraphe et interprète en danse, Raphaël Pépin, clown trapéziste et thérapeutique, ainsi que Paul Bordelot, bédéiste et illustrateur. Un visage souriant exposé à un être souffrant, un entrelacement de mains d'inconnus moulés ensemble, des pas qui expriment ce que les mots taisent ou encore un coup de crayon qui capte l'indicible, ces 4 artistes de Québec ont tous de quoi prouver que maîtriser leur corps, c'est maîtriser leur art. Bienvenue à Question de culture. Artiste sculpteur issu du milieu de la marionnette et du théâtre, Jiwan Larouche propose des créations hybrides où le corps humain, moulé en plâtre, rencontre le monde animal et le monde végétal. Colorées et inusitées, ses œuvres explorent les questions de diversité et de fluidité dans ce qu'elles représentent tout autant que dans la façon dont elles sont conçues. Rencontre avec le lauréat 2025 du prix Relève professionnelle en Capitale-Nationale. Ici, on est dans les ateliers de l'œil de poisson. Donc, dans cet atelier-ci, en fait, il y a des membres, donc il y a des artistes qui viennent produire. Fait que ça me permet d'être en contact avec plein de gens, puis d'être en contact avec différentes démarches et façons de travailler. Puis ça, c'est vraiment enrichissant pour moi. Mon art est quand même assez relationnel, fait que souvent, ça va être inspiré de rencontres que je fais ou de moments que je vis dans l'intimité, soit des rencontres intimes, des rencontres amicales ou des rencontres publiques, on va dire. Puis je passe beaucoup de temps en nature, puis souvent, j'essaie de m'inspirer en allant dans la forêt, par exemple. Donc, j'entends les oiseaux, puis là, il y a comme une nouvelle poésie qui s'affirme. Fait que, tu sais, si je fais une plante, puis qu'à ce moment-là, quand j'ai vu cette plante-là, bien, j'entendais des oiseaux. Fait que je vais essayer de les inclure pour que bien, ça fasse beau, bien évidemment, mais aussi pour que ça rajoute une couche de vivant à ce qui est en train de se passer, autant que ça peut être le corps, donc une partie du corps, ça peut être des éléments végétaux, puis souvent il va y avoir soit un oiseau ou même, tu sais, j'ai un chien, j'en avais plusieurs avant, donc les intégrer là-dedans dans les moments que je vis, je trouve que c'est important. J'essaie d'être le plus proche de la vérité. J'essaie de recréer des poésies visuelles avec des sensations que j'ai dans mon corps. Donc, c'est sûr que moi-même, j'ai un corps qui est en transformation. Étant donné que je suis en transition, j'ai remoulé mon visage il y a quelques mois. Je représentais mon visage tel qu'il était à ce moment-là comme une éclipse. Donc, c'est quelque chose qui est momentané et qui disparaît ensuite. J'essaie de mouler mon corps à différentes étapes de ma transition pour faire en sorte de laisser une trace, mais aussi que je puisse documenter le processus. Fait que je dirais que j'utilise mon corps pour imager des choses qui sont difficilement explicables avec les mots. L'hybridité dans mes œuvres, c'est très important, non seulement parce que moi, je suis quand même hybride, dans le sens que je suis non-binaire, je suis trans, mais aussi la façon que je vis mes relations, la façon que je mélange les techniques, la façon que tout m'inspire. Je vais m'inspirer de plusieurs façons de faire pour le mettre à ma sauce. Fait que le fait de créer une hybridité aussi dans mes créations, je trouve que ben, ça me représente. Le queer, c'est hors norme, tu sais. Puis j'ai jamais été dans les normes dans tous les cas. Le fait de représenter ça dans mes œuvres, ça sera jamais une seule chose, ça va être un mélange de plein de choses qui vont en créer une nouvelle. Puis c'est comme ça que je vis la vie. Le moulage, c'est vraiment intime comme expérience de par la proximité que j'ai avec la personne que je moule. Pour moi, ça crée une rencontre, non seulement quand il y a plusieurs personnes qui sont moulées ensemble, mais aussi ça fige un moment d'intimité dans le temps. Fragment d'intimité, c'était comme une réappropriation du territoire intime. Fait que pour moi, c'était de prendre des gens
autour de moi, de mon intimité, puis de créer des éléments décoratifs plutôt baroques avec ça. Fait que c'est comme de rendre ces moments-là qui durent seulement un instant dans la vraie vie, puis de les ornementer pour que ça devienne un peu un trésor, de rendre vraiment précieux quelque chose de court et de fugace. Au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul l'été dernier, ce que j'ai intégré avant la période de moulage collectif, ça a été de demander aux gens d'incarner le paysage dans leur corps. Et donc, on a fait une chaîne de gens où est-ce que moi, j'étais là au départ, puis par exemple, j'initiais le mouvement qui pouvait être justement de faire des montagnes avec mes mains ou d'ouvrir mes mains comme si c'était une fleur qui s'ouvrait. C'était vraiment super beau de voir le mouvement se déployer dans l'espace. On tournait autour de l'arche, puis ensuite, on faisait les séances de moulage collectif. Donc déjà, les gens étaient moins timides, mais ensuite, les gens peuvent avoir vraiment un sentiment d'appartenance qui se développe. Puis tout ça, de faire coexister différentes mains ou différentes personnes à des stades d'âge différents, je trouve ça tellement beau, puis c'est tellement vrai, puis c'est tellement riche. Ce que j'espère, c'est que ça transforme les gens parce qu'ils ont participé à quelque chose, ils ont été inclus dans un projet, qui sentent qu'ils ont un sentiment d'appartenance, qui sentent qu'ils sont importants, puis qu'ils sont inspirants. C'est sûr que l'art me transforme, mais qu'est-ce qui me transforme pas? J'ai vraiment trouvé mon X en commençant à faire mes propres projets, puis quelque chose qui fait du sens pour les gens, pour moi, avec toutes mes connaissances aussi, puis tous mes intérêts. Là. Fait que c'est sûr que ça m'a transformée, ça m'a permis de... Bien, ça a mis du sens dans ma vie, c'est sûr. Paul Bordelot, finaliste 2025 pour le prix du Calque Artiste de l'année, nous a reçus à la Shop à Bulles, son atelier situé dans la Maison de la littérature. On y a découvert un BDiste passionné qui en avait beaucoup à dire sur sa relation au corps humain. Comment en prendre soin pour maintenir le rythme qu'exige le dessin? Comment illustrer jour après jour un même corps? Comment donner vie aux émotions de ses personnages? Et comment se dessiner soi-même en autofiction? Illustrateur de renom, Paul Bordelot parle de l'intime par la voie de l'autofiction, mais également de l'universel par le choix de ses thématiques abordées. Le type de corps que j'aime dessiner, il n'y a pas vraiment un type. C'est sûr que les corps sont tous différents, sont tous aussi intéressants à dessiner. C'est plus les visages, je veux dire, qui sont plus complexes à faire que les corps. Les mains, les visages, c'est quelque chose que je m'attarde beaucoup, puis qu'on reconnaisse aussi, parce qu'en fait, quand en BD, notre grand problème, c'est qu'on reconnaisse le ou la personnage jusqu'à la fin de l'album. Donc, on crée des codes autour du visage et aussi de l'habillement. Moi, j'aime bien, en tout cas, que m'amuser à créer des nouveaux visages. Je m'attarde beaucoup plus à ça, des fois, que tout le corps au complet. Mais j'aime bien dessiner des vieilles personnes, c'est drôle. Des personnes âgées, je trouve que sont attendrissantes. Tout passe dans leurs yeux, dans leur façon de bouger. Là, j'ai fait un petit projet pour la flopée où c'est un couple de personnes âgées dont lui, il fait de l'Alzheimer, puis elle l'amène à moto parce qu'ils aimaient partir en moto les deux. Puis là, c'est un couple que je suivais de retour de l'atelier chez moi. Puis là, je les ai vus se tenir par la main, puis j'ai trouvé tellement beau, puis la façon qu'ils étaient habillés, puis sans leur dire, je les ai pris en photo, pas de face, mais de dos. Là, j'ai découvert que c'est ça, que les corps âgés, il y a toute une histoire qu'on peut facilement, sans mettre de texte, tu vois une personne qui marche, on dirait que tu peux deviner presque sa vie. Quand elle est plus âgée qu'une jeune qui marche, qui est plus fringant. Donc oui, j'avoue que peut-être que ce seraient les personnes âgées, puis qui sont plus intéressants à dessiner. Ouais. C'est plus complexe quand on met en mouvement que quand on met statique un personnage. J'ai créé mon propre personnage avant de faire la BD, je le dessine dans toutes les positions.
Fait que je sais à peu près quel genre de bras je recrée, quel genre de main, quel genre de jambes. Mais là, il faut que je les mette dans une position de golf, un swing de golf, une approche. Puis c'est pas évident parce que, tu sais, quand je jouais au golf avec mon père, tu sais, je me voyais pas jouer. Fait que ça aussi, il a fallu que j'aille de la documentation vidéo. J'ai pris beaucoup mon père en photo sur le terrain pendant qu'il était avec moi, sans qu'il le sache des fois, pour pas le déconcentrer. Donc, j'avais besoin, c'est ça, beaucoup de documentation. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué en mouvement que statique, parce que... Ben, par contre, c'est vrai que quand c'est statique, un personnage, il se passe pas grand-chose. Il faut quand même que les épaules montrent une émotion. T'sais, on joue quand même un petit peu avec le corps, même quand il est statique. En bande dessinée, c'est sûr qu'il y a tout le corps qui est important, mais le lecteur, la lectrice regarde beaucoup les visages. C'est le premier truc qu'ils regardent. Après, ils lisent la bulle. Donc, il faut que l'émotion passe avant de lire le texte. Donc, dans le visage du personnage. Fait qu'il faut schématiser, pas trop, puis être capable d'aller dans toutes les gammes d'émotions. Fait que, tu sais, quand je fais de l'autofiction, j'ai un souci du détail pour les émotions. C'est sûr que quand on fait de l'autofiction, on se dessine, là. Puis souvent, on travaille avec des miroirs aussi, on se regarde, t'sais, surtout les expressions, en fin de compte. Quand on se dessine, on va essayer de se rapprocher plus de l'émotion, t'sais. Fait que souvent, je travaille avec un miroir, puis là, je vis une action X dans mon album d'autofiction, bien là, je vais regarder, je vais faire l'expression. Pour réussir un poulet, j'avais lu la pièce, je l'avais pas encore vue. J'avais vu les comédiens qui jouaient dedans, Denis Bernard, toute la gang qui était dedans. Mais j'ai décidé à ce moment-là de faire mon propre casting de personnages. Fait que j'ai créé tous les personnages qu'on retrouve dans la pièce à ma façon. Et je me les ai appropriés. J'ai fait même un casting, que je dire presque sauvage, et que tu vas chercher, ah oui, il pourrait ressembler à tel comédien. Je fais des mix en fin de compte. Je sors un peu, dans ce cas-là, du personnage qui a été joué par le comédien pour pas que ça ressemble trop non plus à la pièce, parce qu'elle a déjà été jouée, puis on connaît un peu les comédiens. Puis pour Hippo, j'ai fait l'inverse. Il y avait deux personnages qu'on suit tout le long de la pièce, qui est Marie-Lie Piquenel puis Nicolas-Franck Vachon. Puis là, j'avais vu le show avant de faire l'adaptation en BD. Donc, je les avais trop en tête pour dessiner d'autres personnages. Fait que j'ai vraiment pris les deux comédiens puis je les ai interprétés à ma façon. Fait que j'ai accentué le nez de, mettons, Nicolas, le petit sourire en coin de Marie-Lie Piquenel. Mais tu sais, leur force déjà de jeu, je les avais déjà dans ma tête. Je me rappelais un peu leur expression. Fait que j'avais gardé un peu une empreinte de ça. Je me suis pris un malin plaisir à dessiner toutes sortes de gammes de personnages dans cet album-là. C'est des micro-histoires, un peu à la Monty Python, là, autour du dauphin. Le dauphin revient toujours dans les récits. Mais là, je voulais dessiner des gens, justement, en plongée sous-marine, des joueurs de tennis. Je m'étais comme donné à chaque semaine d'aller plus loin, de pousser un petit peu plus loin mon dessin. Mettons, dessiner Denis Villeneuve en plein tournage dans le désert avec Meryl Streep. Bon, comment dessiner Denis Villeneuve, une file de Ferris. Là, je dis, bon, les positions de fil de Ferris, méchant job. Fait que j'ai fait beaucoup de croquis avant d'arriver à la bonne position. Puis dessiner des dauphins aussi, c'était un corps aussi, parce qu'on dessine des corps humains, mais le corps d'un animal, dessiner un cheval, c'est tellement compliqué. Fait que là, je me suis amusé à dessiner des chevaux. Ça a réussi à faire un petit album de 80 pages, mais à travers ça, je me suis donné quelques défis de dessin que j'avais pas fait au préalable, ou peu en tout cas, sur mes albums précédents. En dessin, moi, ça fait plus de 35 ans que je fais de l'illustration puis de la BD. Fait que ton dos, ton cou, ta main sont surutilisés à tous les jours. Moi, tu sais, je fais du 9 à 5, 5 jours semaine. Fait qu'il y a des blessures qui se créent. Puis il y a plusieurs gens à l'atelier qui te font des blessures aussi ou dans la vie. Tu sais, t'entends des gens, c'est pas parce qu'on fait un job statique qu'on se blesse pas. Fait que moi, je me suis blessé la main, oui. Je me suis fait des tendinites, des bursites, problèmes de cou. Donc, j'ai eu quelques moments d'arrêt de dessin suite à une surutilisation d'avoir trop fait de pages de BD. Puis là, je m'écoute maintenant. Je suis plus à la... OK, là, il faut que je me lève, j'ai mal dans le dos. Donc, ce rapport-là au dessin-corps est très important si on veut dessiner longtemps. Ouais. Raphaël Pépin a choisi de dédier son sourire expressif aux arts du cirque et de devenir sur scène Rafi la clown.
À la fois clown trapéziste qui fait des tournées partout à travers le monde et clown thérapeutique qui visite enfants, personnes âgées ou en fin de vie ici, au Québec, Rafi a sa façon bien à elle de faire parler son corps pour entrer en communication avec les gens. Découvrez une clown aussi drôle que tendre qui a bien compris ce que le langage de l'humour a d'universel. Donc, je m'appelle Raphaël, je suis artiste de cirque, puis mon nom de scène, c'est Rafi. Je suis clown, mais je suis aussi artiste de cirque. Des fois, c'est plus simple de juste dire artiste de cirque. L'acrobatie, le trapèze, les aériens, tout ça, c'est un outil pour moi pour faire vivre mon clown. Donc, c'est sûr que l'art clownesque prend beaucoup de place dans ma vie. Je dirais même que c'est un état d'esprit, une façon de vivre. J'ai toujours eu une tendance à vouloir faire rire. Je sentais que j'avais une prédisposition pour ça. Puis, j'ai grandi dans l'école de cirque, fait que j'ai vu des clowns évoluer. Mais quand j'étais jeune, je pensais que l'art clownesque, c'était plus réservé aux hommes. Selon moi, je pouvais pas faire ça. Mais après ça, j'ai découvert des clowns femmes comme Gardie Hutter, qui est une clown suisse-allemande. Puis là, j'ai vu que je pouvais accéder à l'art clownesque moi aussi. Donc, j'ai exploré en faisant des stages, dont à Montréal, à l'école de clown et comédie. Puis, j'ai aussi pris comme deuxième discipline à l'école de cirque, clown. Donc, j'ai exploré avec une prof qui s'appelle Geneviève Kerouac, qui est ici aujourd'hui à l'école, qui enseigne en ce moment. Puis, on a exploré ensemble, donc à travers des jeux clownesques. J'ai trouvé ma clown, qui est très terre-à-terre, qui est très expressive, très intense, qui a un goût de vivre, une curiosité immense. Ma clown, elle est grande, souvent, elle a beaucoup d'énergie, elle a beaucoup de curiosité. Fait que, tu sais, l'ouverture, c'est très important, fait que d'être ouverte. Je suis une clown très rapide aussi, donc je vais avoir envie d'aller voir tout le monde puis de demander à tout le monde s'ils aiment ce que je suis en train de faire. Puis, dans le contexte où je suis Rafi à la plage, Rafi au trapèze, là, avec les PAM, c'est sûr que les PAM viennent me donner une démarche complètement absurde qui est un peu toujours la même. Là, ouais. Il n'y a pas beaucoup de clowns qui font de l'aérien. Souvent, l'aérien, c'est plus quelque chose de joli, de beau, de gracieux. Puis moi, je viens un peu casser ça avec mon personnage de Rafi à la plage. Je faisais déjà du trapèze, mais j'ai jamais été quelqu'un de super gracieux, super précis. Donc, je dirais que quand la clown est venue toute seule dans le trapèze, là, mais c'est quelque chose quand même d'assez rare. Ouais. Je travaille avec la Fondation Dr Clown. Donc, on est des clowns thérapeutiques à travers tout le Québec. On travaille dans les milieux hospitaliers avec les enfants. Moi, je suis docteur Girouette dans ce contexte-là. Quand on est malade, quand on est à l'hôpital, par exemple, on a un rapport au corps qui est différent. Les enfants qui sont malades, on leur pose plein de questions. Es-tu allé aux toilettes? Bouge pas, je vais te faire une piqûre. Fait qu'à un certain moment donné, ils n'ont plus de contrôle sur leur corps, tant que ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles ils sont obligés. Puis, l'art clownesque leur redonne un peu le pouvoir dans ce contexte-là. Puis, leur permet d'être vus juste comme des enfants et pas comme des enfants malades. Je travaille aussi avec les personnes âgées. Des fois, les personnes âgées, ils sont fatiguées, endormies ou il y a une perte cognitive. Donc, quand le clown arrive dans la chambre, ça apporte de la joie, ça apporte de la couleur. Puis, c'est pas le même costume. En gériatrie, on a un costume des années 20 à 50. Ça a un rapport avec la réminiscence aussi. Donc, le clown, dans ces contextes-là, est vraiment important puis peut vraiment apporter quelque chose. Pour terminer, je dirais que l'art clownesque, c'est un peu basé sur soi-même. Moi, je trouve que c'est vraiment un bel outil pour explorer un peu des avenues plus personnelles aussi. C'est une belle façon de s'apprivoiser puis d'apprendre à s'aimer parce qu'on
on pousse nos petits travers à l'extrême, mais finalement, c'est nous. Puis c'est chouette de se faire accepter, puis de se faire aimer, finalement, de se faire dire après « Hey, je t'ai adoré, j'ai adoré ce que t'as fait, t'es vraiment attachante, t'es vraiment touchante. » Fait que ça, c'est vraiment les plus beaux compliments qu'on puisse me faire, ouais. Chez la chorégraphe et interprète en danse contemporaine Ariane Voineau, il y a une maturité qui se perçoit autant dans la démarche artistique que dans le geste. Récipiendaire du prix Fait à Québec, cet artiste sensible s'implique activement dans sa communauté. Son corps est à la fois territoire de travail, moyen de communication et source de vie. Rencontre avec une figure importante de la danse contemporaine à Québec qui, que ce soit sur scène comme en dehors de la scène, dégage une grande humanité. Pour moi, le mouvement, la danse, ça amène justement l'indicible, puis des choses qu'on ne peut pas nommer, qui sont plus difficiles à exprimer. Donc, le mouvement, pour moi, amène ce côté magique, viscéral, qui va directement parler, puis on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop mettre de mots dessus, puis on se dit « Ah, c'est venu me toucher ». Et c'est ça qui est magnifique. Mon corps est un outil pour exprimer ce que j'ai envie de dire, mais c'est un outil en fait pour tout le monde au quotidien, dans le sens où on doit en prendre soin, puis c'est une façon pour nous de vivre la vie qu'on a envie de vivre en fait. Puis pour moi, le studio et la création est comme un peu une continuité de ça, sauf que là, ça va être plus travaillé puis plus réfléchi. Il y a toujours cette envie un peu de se dépasser physiquement parce que on a envie de repousser un peu les limites, puis c'est quelque chose qu'on fait dans notre formation, dans notre parcours. Donc, il y a quand même ce côté-là qui permet de me challenger puis de garder en vie ce feu un peu. Mais il y a un côté aussi qui vient avec l'âge et l'expérience on n'a pas besoin non plus de faire des choses ultra spectaculaires pour que ça ait un sens, en fait, là. Fait que c'est un peu un mix des deux. Des fois, j'aime toujours avoir le côté physique, mais pour moi, se surpasser, ça peut être sur la durée aussi d'une performance ou sur un mouvement qui est répétitif, qui peut avoir l'air à l'œil pas tant difficile, mais qui, au fur et à mesure de répétition, peut aller créer comme des tensions physiques. Comme interprète, c'est sûr que là, il y a quelque chose. Moi, c'est sûr que j'ai ça ancré en moi. Il y a l'entraînement, il y a bouger qui est super important, se garder en forme. Donc, par toutes sortes de choses. Des fois, j'aime aller faire du yoga. Des fois, c'est aller faire des escaliers. Des fois, c'est prendre des classes de danse. Comme vraiment nourrir ma pratique qui est assez multiple. Mais c'est sûr que le mouvement est toujours au cœur. Fait que même quand je vais créer, il faut que je bouge, il faut que je sois avec les gens, il faut que je touche la matière. C'est un peu différent, l'implication physique, mais le corps est toujours très près, là. Les départs de création sont souvent différents, mais c'est sûr que l'improvisation vient vraiment en premier, en général. Donc, des fois, c'est vraiment un mouvement sur lequel on accroche, puis là, on se dit « Ah oui, OK, ça, c'est vraiment la base de la création que je veux faire. » Des fois, ça va être plus une matière. Puis, des fois, ça peut être des mots, ça peut être des sensations. Donc, ça dépend vraiment. Mais c'est sûr qu'il y a souvent un thème quand même large de quoi j'ai envie de parler. En fait, je trouve que la création, en général, est multi. Je me suis rendu compte de ça aussi en créant Sous la feuille, un projet que j'ai fait pour les tout-petits. Même si ça parle de corps et de corps dans l'espace et de mouvement, il y a toujours la musique qui est ultra importante, le décor, toute la dramaturgie autour. Puis j'aime bien comme prendre soin un peu de tous ces détails pour faire vraiment une œuvre complète.
Le travail multi, ça permet d'ouvrir plus les sphères, puis pousser plus loin le corps, l'inscrire comme dans un espace global. C'est sûr que oui, être maman, ça a changé des choses. Avec les naissances des enfants, puis aussi avec la carrière qui évolue, c'est un peu deux choses qui arrivent en parallèle. Mais je trouve que ça a assis quelque chose, ouais, tu sais, dans mon bassin, il y a quelque chose de plus terrien. J'ai aussi un côté aérien, mais je trouve qu'il y a vraiment ça qui s'inscrit. Puis je pense, oui, prendre le temps de danser, de faire un mouvement sans qu'il soit forcément spectaculaire, puis de trouver que dans les petits détails, puis un mouvement senti peut être vraiment plus parlant que juste une jambe qui monte dans les airs. Il y a un duo comme ça que j'ai eu la chance de faire avec un autre danseur qui s'appelle Fabien Piché et qui a été vraiment très, très formateur pour moi. C'est là où j'ai vraiment appris à danser avec l'autre, en fait. Donc, on en parlait tantôt, comment mon corps peut être un partenaire. Eh bien, c'est ça, moi, qui m'a appris à être disponible, à être vraiment là pour l'autre. Donc, très important de danser avec l'autre. Ça nous apprend beaucoup sur nous aussi. Si je devais décrire mon corps comme un partenaire de création, je le décrirais comme, je pense, disponible, à l'écoute, joueur et, j'espère, intéressant. On vient de vous présenter 4 artistes qui partagent un même point d'ancrage, le corps humain. Corps qui crée, qui porte, qui transforme, corps qui tombe, qui danse, qui soigne, qui dessine. À travers la sculpture, le cirque, la danse et la bande dessinée, il devient bien plus qu'un simple sujet. Il est le lieu même de l'expression. Tous et toutes nous rappellent que le corps garde en mémoire ce que les mots ne suffisent pas toujours à dire. Lorsqu'il devient matière artistique, il ouvre alors un espace profondément humain, profondément touchant. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Questions de culture.